Il est arrivé hier à Abidjan. Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Intérieur, a été reçu dès son arrivée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Des réformes au sein de la force licorne ont été annoncées. Jeux vidéo et jeunesse, une équation difficile à résoudre pour parents et autres éducateurs. Focus dans ce journal sur les impacts des jeux vidéo sur l'éducation des jeunes. Et puis, face à face historique hier entre Riek Machar et son rival Salva Kiir, la rencontre qui s'est tenue à Addis Abeba visait à mettre fin à 6 mois de crise au Soudan du Sud. Samedi 10 mai 2014, vous suivez le journal sur RTI2. Bonjour à tous. Le ministre français de la Défense est arrivé hier à Abidjan pour une visite de 2 jours en Côte d'Ivoire. Jean-Yves Le Drian, reçu par le président ivoirien Alassane Ouattara, a annoncé le changement de statut de la force Licorne qui va bientôt devenir une base avancée des forces françaises en Côte d'Ivoire. Des forces destinées à effectuer des missions en Afrique de l'Ouest et partout ailleurs sur le continent. Les espaces de jeux vidéo, tous les quartiers d'Abidjan en disposent aujourd'hui. Une attraction à portée de main. Des enfants âgés entre 7 et 15 ans, il faut tout juste débourser 50 ou 100 francs pour être dans la peau de son héros préféré. Des jeux d'aventure, des jeux de réflexion, ces slons qui toutefois ont des impacts sur le comportement des joueurs. En plus de devenir des accros, ils deviennent parfois même très violents à l'image des personnages de ces jeux vidéo. Cette situation interpelle naturellement les parents. On en parle avec Thérèse Kofi et Franck Quadio. Les jeux vidéo, un univers virtuel peuplé de héros de tout genre, les jeux d'aventure, de puzzle et de sport qu'adorent bien les enfants. Mais la tendance est cependant aux jeux d'aventure. Une quête dont la trame est souvent violente, une violence que les enfants s'amusent à reproduire. Quand on fait un jeu d'aventure, on combat les méchants. Je sais de faire ça avec mes amis. Les jeux vidéo, une dépendance préjudiciable aux études, un avis que partagent les parents. J'avais un petit enfant à la même, il ne partait pratiquement plus à l'école. Quand on lui donnait l'argent pour aller à l'école, il allait dans les jeux vidéo, il passait tout le temps là-bas. C'est qu'il avait de mauvaises notes et j'ai tout supprimé à la maison. Vraiment, c'est pas bien pour les enfants. L'identification à son héros, une sorte de projection qu'expliquent les spécialistes. Les jeux vidéo sont des jeux qui permettent aux joueurs d'interagir dans un environnement virtuel. Les problèmes qui peuvent survenir pour un joueur dépendant sont des problèmes de santé physique et des problèmes de santé mentale. À force de regarder les actions dans les jeux vidéo, l'enfant peut imiter et donc passer à l'agression, à la violence. L'histoire des jeux vidéo naît au-delà de nos tropiques aux États-Unis en 1951 par les soins d'un ingénieur américain, Ralph Baer. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a procédé ce jeudi à l'ouverture d'un séminaire de formation des journalistes sur la lutte contre les pires formes du travail des enfants. Cet atelier a enregistré la participation d'une centaine de journalistes et professionnels de la communication venus des 4 coins du pays. Écoutons justement la première dame de Côte d'Ivoire au sortir de ce séminaire. Au cours de ces 2 journées d'intenses travaux qui ont réuni près de 100 journalistes et communicateurs, vous avez manifesté un intérêt particulier à la protection de l'enfance et aux mesures de remédiation. Ainsi, vous avez abouti aux conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées et dont la pertinence témoigne de votre engagement à la cause des enfants. Je voudrais vous en féliciter et vous assurer de ma totale confiance quant à la mise en œuvre effective de ces recommandations. 100 réfrigérateurs pour les femmes et les jeunes de la commune d'Adjamé. Il s'agit pour l'ONG Projet Réinsertion Jeune et le maire Youssouf Silla d'œuvrer pour l'indépendance financière des couches les plus défavorisées. Les bénéficiaires entendent rentabiliser ce don par la vente d'eau et de jus en sachet. David Touré, la trentaine révolue, est ingénieur informaticien. Mais avant d'en arriver là, que de difficultés, pas de domicile, pas de ressources financières. J'ai été même à la gare d'Adjamé ici, j'ai fait plus de 2 ans. J'ai été cireur. Comme je ne me suis pas découragé, j'ai continué en cours du soir.
Et aujourd'hui, j'ai pu obtenir mon diplôme. Mais à force de persévérance, il y est arrivé. Aujourd'hui, à la tête de l'ONG Projet Réinsertion Jeunes, il entend faire valoir son exemple en aidant le maximum de jeunes à s'autosuffire financièrement. Pour joindre l'acte à la parole, l'ONG vient d'offrir 100 congélateurs aux jeunes et femmes de la commune d'Adjamé. Une activité menée de concert avec le maire Youssouf Silla. Dans notre programme de campagne, nous avons promis du social à la population. Et aujourd'hui, c'est une des phases de ces promesses qui se réalise. Un rêve devenu réalité pour ces bénéficiaires qui ont en commun un projet, la vente d'eau et de jus surgelés. Ce point commerce afin que, encore une fois de plus, je puisse encore une fois surmonter certaines difficultés de ma vie actuellement. Ce congélateur va m'aider à vendre les jus, la glace. Donc je remercie l'ONG PR parce que vraiment, je n'y croyais pas. Je fais de l'eau glacée avec pignement et puis la glace. Non, je suis très contente pour avoir mon congélateur aujourd'hui. Le projet Un jeune, un congélateur a choisi comme point de départ Adjamé. Cependant, les jeunes des autres communes doivent s'attendre dans les jours à venir à recevoir l'ONG Projet Réinsertion Jeunes, toujours dans le cadre de la lutte pour l'émergence des jeunes. Au Nigeria, les efforts internationaux ont déjà démarré afin de retrouver les 276 jeunes filles kidnappées à la mi-avril par le groupe islamiste Boko Haram. C'est la première fois en Afrique qu'en dehors du Nigeria, un pays abrite une manifestation de protestation contre l'enlèvement de 234 lycéennes de Chibok. À Niamey au Niger, plusieurs dizaines de femmes de la société civile se sont réunies pour condamner ce rapt, mais aussi pour dénoncer le silence de la CEDEAO et de l'Union africaine sur le sort des jeunes Nigérianes kidnappées il y a un peu plus de 3 semaines. Elles adressent un message à l'ONU. Nous, femmes de la société civile nigérienne, demandons au Conseil de sécurité des Nations Unies de saisir la Cour pénale internationale afin de poursuivre pour crimes contre l'humanité tous les responsables de la secte Boko Haram. Au plan mondial, la mobilisation ne faiblit pas, loin s'en faut. Au Royaume-Uni, l'ancienne puissance coloniale, plusieurs personnes sont descendues dans la rue ce vendredi pour exiger la libération des jeunes lycéennes nigérianes. Cette manifestation se déroule à Londres, 24 heures après le message de la star américaine Angelina Jolie. Message délivré en marge de la présentation officielle de son nouveau film dans la capitale anglaise. La chose la plus importante à comprendre, c'est que cela se passe parce que les ravisseurs pensent qu'ils peuvent tout faire, parce que par le passé, il y a eu beaucoup d'exemples de cas d'impunité. Outre des célébrités comme Bob Geldof, plusieurs organisations représentatives de musulmans dénoncent l'enlèvement des lycéennes nigérianes. Depuis Washington, elles lancent un appel à la communauté internationale. Mon organisation appelle avec force à l'utilisation de toutes les ressources possibles pour localiser toutes ces lycéennes qui demeurent en captivité et les remettre saines et sauves à leurs proches bien-aimés. Sur place au Nigeria, des manifestations se poursuivent. Ce vendredi à Lagos, plusieurs dizaines de personnes ont une nouvelle fois demandé aux autorités de rendre à leurs parents des filles kidnappées par Boko Haram. Et pour la première fois, les manifestants ont rendu public les noms des 234 lycéennes. Nous divulguons leurs noms, nous espérons qu'en le faisant, nous pourrons réussir à amener les gens à prendre conscience qu'il ne s'agit pas seulement de statistiques, mais bel et bien de nos enfants. La mobilisation s'intensifie au Nigeria. Elle a abouti à un premier résultat concret, l'implication de la communauté internationale dans les recherches en vue de retrouver les 234 lycéennes. Dans ce cadre, plusieurs dizaines d'experts militaires américains et britanniques sont arrivés au Nigeria. L'actualité à l'international est aussi marquée par cette décision des Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décrété hier vendredi 9 mai des sanctions contre 3 responsables centrafricains. Il s'agit de l'ex-président François Bozizé, du coordinateur des milices anti-Balaka, Lévi Yakete, et du numéro 2 de l'ex-Séléka, Noureddin Adam. Ces sanctions ciblées et proposées par la France et les États-Unis consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager.
Enfin, c'est assurément un début de sortie de crise pour le Soudan du Sud. Riek Machar et Salva Kiir se sont rencontrés hier à Addis Abeba. Les deux antagonistes ont fini par signer un cessez-le-feu dans lequel ils s'engagent à arrêter les hostilités dans un délai de 24 heures. Un gouvernement de transition doit aussi être établi en vue de l'organisation de prochaines élections. Regardez. Le chef de file de la rébellion du Soudan du Sud, Riek Machar, est arrivé dans la capitale éthiopienne pour rencontrer son rival, le président Salva Kiir. Une rencontre décisive destinée à rétablir la paix au Soudan du Sud. Suite aux pressions de Washington et de l'ONU, les deux adversaires ont accepté de se rencontrer. Ils devraient s'entretenir de la gouvernance du pays. Hors de question pour Salva Kiir de renoncer au pouvoir, selon son ministre des Affaires étrangères. Il envisage bien de rester à la présidence jusqu'aux prochaines élections. Enfin, il devra aborder la question cruciale du retour à la paix. Cette rencontre permettra d'accélérer le processus de réconciliation et les combats doivent cesser. L'effusion de sang doit cesser. C'est la priorité. Et la deuxième chose est l'aide humanitaire. Les blessés doivent y avoir accès ainsi que les déplacés, ceux qui ont été chassés de leur maison. L'assistance humanitaire est une priorité. 5 mois que le Soudan du Sud est ravagé par une guerre ethnique qui a déjà fait plus d'1 millier de morts et 1 million de déplacés. Craignant un génocide qui menacerait l'existence même du jeune État, la communauté internationale avait multiplié les pressions pour un retour à la paix. Un cessez-le-feu avait été décrété en janvier sans pour autant être appliqué. À quelques heures même des négociations, un des porte-parole des rebelles affirmait que les soldats du président du Soudan du Sud n'avaient toujours pas déposé les armes. Nous informons le monde que le président Salva Kiir n'a pas l'intention d'apporter une solution politique au conflit. Il croit à une option militaire et c'est pourquoi ses forces sont à l'offensive partout dans l'état du Haut-Nil. De son côté, l'ONU a promis que quelle que soit l'issue des négociations, les crimes commis par les deux camps ne resteront pas impunis. Et puis cette bonne nouvelle pour le peuple syrien, les derniers rebelles sont sur le point de quitter définitivement la ville de Homs. Près de 2250 rebelles et civils sont concernés par cet exode qui fait suite à un accord conclu entre le régime syrien et les rebelles. L'évacuation de la vieille ville de Homs, prévue dans le cadre d'un accord entre rebelles et le régime syrien, a débuté mercredi avec le départ de près de 1000 personnes et devait s'achever jeudi soir. Vendredi, les derniers rebelles étaient encore bloqués. Le gouverneur de Homs a indiqué que l'évacuation a été stoppée car certains groupes rebelles ne faisaient pas partie des négociations. Nous continuons les procédures d'évacuation. Dans quelques heures, tout cela sera complètement terminé. Tous les quartiers seront vidés d'armes et de combattants. Le cessez-le-feu est respecté conformément à l'accord qui a été signé entre les deux parties. Grâce à Dieu. Il s'agit du premier retrait des rebelles d'une grande ville depuis le début du conflit il y a 3 ans. Homs est la ville où les rebelles ont subi le plus long siège, une tactique de guerre utilisée par le régime pour mettre à genoux la population locale et la rébellion. À Washington, le chef de l'opposition syrienne a réclamé des armes efficaces pour pouvoir gagner la guerre. John Kerry s'est contenté d'exprimer un engagement à l'opposition modérée. Nous avons pris plusieurs mesures cette semaine afin de démontrer notre partenariat avec la coalition et je me réjouis aujourd'hui de la poursuite de notre dialogue avec la préoccupation commune en Syrie de mettre fin à la violence, de lutter contre le régime et d'atténuer la crise humanitaire. Notre objectif est d'établir une société civile pluraliste, un État juste dans lequel toutes les minorités et les majorités vivront ensemble. Je vous remercie. À Alep, le Front islamique a revendiqué l'attentat contre l'hôtel Carlton qui a fait 14 victimes. L'explosion a provoqué la totale destruction de ce bâtiment historique de l'ex-capitale économique de la Syrie située juste en face de la citadelle. Au même moment, Bachar el-Assad et son épouse célébraient à Damas la journée des martyrs en souvenir des nationalistes exécutés en 1916 durant l'occupation ottomane. 98 ans plus tard, 150 000 personnes ont été tuées depuis le début de la guerre il y a 3 ans, au rythme de plus de 200 morts chaque jour.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur www.rti.ci. Merci à tous de votre attention et très bon début de week-end à tous.